Téhéran négocie, Riyad suspend. Tel Aviv s'affole. En quelques semaines, l'architecture diplomatique du Golfe vient de basculer. Les accords, Abraham, présentés comme irréversibles, tremblent sur leurs fondations. Et au milieu de ce grand jeu entre Washington et Téhéran, une question que personne ne pose vraiment. Où est la Palestine dans tout cela? Pas Gaza, pas le cessez-le-feu. La Palestine entière, son avenir politique, sa place dans le nouvel ordre régional qui se dessine. C'est précisément ce que nous allons décrypter. Premier élément, les négociations entre Washington et Téhéran ont repris à Oman en mai 2025. Selon le département d'État américain, ces pourparlers portent sur le programme nucléaire iranien et la levée partielle des sanctions. L'Iran a confirmé sa participation par la voix de son ministre des Affaires étrangères. Deuxième élément, l'Arabie saoudite a officiellement suspendu ses discussions de normalisation avec Israël. Le prince héritier Mohammed Ben Salman l'a annoncé lors du sommet arabe de Bahreïn. Il a conditionné toute reprise à des avancées concrètes sur la question palestinienne. Cette décision rompt avec la dynamique engagée depuis 2023. Troisième élément, les Émirats arabes unis maintiennent leurs accords avec Israël, signés en 2020. Mais Abu Dhabi a simultanément renforcé ses canaux diplomatiques avec Téhéran. Le conseiller à la sécurité nationale émirati s'est rendu en Iran en avril dernier. Une visite passée relativement inaperçue. Quatrième élément, le Qatar continue de jouer un rôle d'intermédiaire. Doha facilite les négociations américano-iraniennes tout en maintenant ses contacts avec le Hamas. Cette position d'équilibriste lui confère une influence disproportionnée par rapport à sa taille. Cinquième élément, Israël a multiplié les signaux d'alarme. Le Premier ministre Benyamin Netanyahou a dénoncé tout accord avec l'Iran comme une menace existentielle. Selon des sources proches du gouvernement israélien, Tel Aviv aurait tenté de faire dérailler les négociations à plusieurs reprises. Ces tentatives n'ont pas été confirmées de sources indépendantes. Ces 5 éléments dessinent un tableau de reconfiguration majeure. Mais pour le comprendre, il faut remonter en arrière. Les accords. Abraham de septembre 2020 devait transformer le Proche-Orient. Israël normalisait ses relations avec les Émirats, Bahreïn, puis le Maroc et le Soudan. L'administration Trump présentait cela comme un tournant historique, la promesse implicite, marginaliser la question palestinienne pour bâtir un front anti-iranien. La logique était claire. Unir les monarchies du Golfe et Israël contre Téhéran. Créer une alliance économique et sécuritaire. Repousser l'influence iranienne sans résoudre le conflit israélo-palestinien. Ce dernier devenait un détail pas un préalable. Pendant 4 ans, cette architecture a semblé tenir. Les échanges commerciaux entre Israël et les Émirats ont bondi. Des vols directs relient Tel Aviv à Dubaï. Des accords de défense ont été signés. L'Arabie saoudite, pièce maîtresse du puzzle, semblait prête à franchir le pas. Puis tout s'est accéléré. L'offensive israélienne sur Gaza, à partir d'octobre 2023, a changé la donne. Les opinions publiques arabes se sont embrasées. Les images de destruction massive ont rendu politiquement intenable toute avancée vers la normalisation. Riyad a reculé. Parallèlement, l'Iran a consolidé ses positions. Téhéran a soutenu le Hezbollah au Liban, maintenu son influence en Irak et en Syrie. L'axe de la résistance, selon la terminologie iranienne, n'a pas faibli. Au contraire, il s'est renforcé face à ce que Téhéran présente comme une agression israélo-américaine. L'administration Trump, revenue au pouvoir en janvier 2025, a hérité de ce paysage fracturé. Sa stratégie initiale de pression maximale sur l'Iran s'est heurtée à une réalité. Téhéran n'a pas cédé. Les sanctions n'ont pas provoqué l'effondrement espéré. Le régime a survécu. D'où le pivot actuel. Washington négocie à nouveau, non par choix idéologique, mais par pragmatisme. L'alternative militaire comporte des risques que même les plus bellicistes hésitent à assumer. Le détroit de Hormuz reste le point de passage de 20% du pétrole mondial. Ce contexte éclaire les calculs de chaque acteur. Mais il ne dit pas tout sur ce qui se joue vraiment. Le triangle Washington-Téhéran-Riyad structure désormais toute la géopolitique du Golfe. Chaque sommet de ce triangle poursuit des objectifs distincts, parfois incompatibles. Washington veut stabiliser la région sans s'y enliser. L'administration Trump cherche un accord avec l'Iran qui neutralise la menace nucléaire tout en permettant un désengagement militaire. Les bases américaines au Qatar, à Bahreïn et aux Émirats coûtent cher. L'opinion publique américaine ne veut plus de guerre au Proche-Orient.
Un deal avec Téhéran permettrait de redéployer des ressources vers la compétition avec la Chine. Téhéran, de son côté, joue la montre. Le régime iranien sait que sa survie dépend de sa capacité à négocier la levée des sanctions. L'économie iranienne souffre. L'inflation dépasse 40% selon la Banque centrale d'Iran. Mais Téhéran refuse de négocier en position de faiblesse. D'où l'insistance à inclure le Liban dans tout accord. D'où le refus de lâcher ses alliés régionaux. Riyad observe et calcule. Mohammed Ben Salman a bâti sa vision 2030 sur la diversification économique. Cette vision nécessite la stabilité régionale. Elle nécessite aussi des investissements étrangers massifs. La normalisation avec Israël devait apporter les deux. Mais les événements de Gaza ont montré les limites de cette approche. L'opinion saoudienne reste massivement pro-palestinienne. Aller trop vite vers Israël, c'est risquer une crise de légitimité interne. Israël se retrouve dans une position inconfortable. Tel Aviv a misé sur l'isolement de l'Iran et la normalisation avec le monde arabe. Les deux piliers vacillent simultanément. Un accord américano-iranien légitimerait Téhéran. Un gel de la normalisation saoudienne priverait Israël de son prix stratégique majeur. D'où les tentatives israéliennes de sabotage évoquées par plusieurs analystes proches de l'axe de la résistance. Selon ces sources orientées, Netanyahou aurait poussé à des frappes contre des sites iraniens pour torpiller les négociations. Ces affirmations n'ont pas été confirmées par des sources indépendantes, mais elles reflètent une réalité. Israël a intérêt à l'échec du dialogue. Les Émirats jouent un jeu différent. Abu Dhabi a normalisé avec Israël, mais n'a jamais rompu avec l'Iran. Les deux pays partagent des intérêts commerciaux. Dubaï reste une plaque tournante pour les échanges iraniens, malgré les sanctions. Cette ambiguïté permet aux Émirats de se positionner comme pont plutôt que comme partie. Le Qatar, enfin, maximise son influence par la médiation. Doha accueille les négociations, parle à tout le monde, ne ferme aucune porte. Cette stratégie lui assure une pertinence disproportionnée. Elle lui vaut aussi des critiques de tous les camps. Mais dans ce grand jeu, un acteur brille par son absence. Et c'est peut-être le plus révélateur. La couverture médiatique de ces négociations se concentre sur le nucléaire iranien, les sanctions, les équilibres de puissance. Un élément disparaît systématiquement du cadre, la Palestine comme sujet politique autonome. Quand on parle de la Palestine dans ce contexte, c'est presque toujours comme variable d'ajustement. Un levier que l'Arabie saoudite utilise pour justifier sa pose, un obstacle que les Émirats ont choisi de contourner, une carte que l'Iran brandit pour sa légitimité régionale, jamais comme acteur de son propre destin. Le docteur Mustafa Barghouti, secrétaire général de l'Initiative nationale palestinienne, le souligne régulièrement. La Palestine est au cœur de tous les conflits régionaux, mais absente de toutes les négociations qui la concernent. Les accords Abraham ont été signés sans consultation palestinienne. Les pourparlers américano-iraniens se déroulent sans représentation palestinienne. Cette absence n'est pas un oubli. Elle reflète une fragmentation politique profonde. L'autorité palestinienne à Ramallah est affaiblie, contestée, dépendante des financements extérieurs. Le Hamas à Gaza est isolé, ciblé, incapable de projeter une vision politique au-delà de la résistance armée. Les Palestiniens de Jérusalem, de Cisjordanie, de l'intérieur d'Israël, de la diaspora, ne parlent pas d'une seule voix. Le récit dominant présente la normalisation arabo-israélienne comme une opportunité de paix, ou comme une trahison de la cause palestinienne. Ces deux lectures passent à côté de l'essentiel. La question palestinienne est instrumentalisée par tous les acteurs, défendue par aucun de manière conséquente. L'Iran se pose en champion de la résistance, mais Téhéran négocie avec Washington sans exiger l'inclusion de la Palestine dans l'accord. Les monarchies du Golfe invoquent la cause palestinienne, mais elles ont normalisé ou sont prêtes à normaliser sans État palestinien viable. Cette contradiction traverse tout le système régional. Les négociations américano-iraniennes ne concernent pas seulement le nucléaire. Elles redessinent l'architecture de sécurité du Golfe. Elles remettent en question les accords Abraham. Elles révèlent la fragilité des alignements qu'on croyait acquis. L'Iran n'a pas été détruit. Israël n'a pas obtenu son front uni. L'Arabie saoudite hésite. Les Émirats louvoient et la Palestine reste un symbole mobilisateur, mais un acteur marginalisé. La question qui se pose désormais, peut-il exister un ordre régional stable qui ignore la question palestinienne? Ou faudra-t-il tôt ou tard revenir à ce dossier que tout le monde préfère contourner? C'est la question que je vous pose. Partagez votre analyse dans les commentaires. Voix interdite.